Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et vous avez appuyé sur Play pour écouter une émission du format Back Issues, qui est votre revue de comics par vos chroniqueurs préférés. Ils sont deux, ils sont beaux, ils sont jeunes et ils sont fringants. C'est Arnaud et Corentin. Salut, oui. Ça va ? On n'est plus si jeune. On n'est plus si jeune, mais on est toujours très beau et très fringant. T'inquiète pas, c'est ce que les commentaires sur les réseaux sociaux nous disent à chaque fois. Sans plus tarder, Corentin, on va rentrer. Comptes, en fait. C'est ça, complètement. des dizaines encore. C'est parce que voilà, il faut bien flatter son ego de temps en temps, mais trêve de bavardage. Allez, Corentin. On va rentrer très rapidement dans le vif du sujet, puisque nous sommes donc dans le format Back Issues spécial VO pour vous parler de quelques titres sortis au cours des dernières semaines, avec un gros focus sur l'indé une fois de plus, puisque on aime bien les super-héros, mais on aime bien surtout vous parler de ce qui se fait en dehors. Et on va commencer tout de suite à vous parler de cul avec le nouveau titre de Mirka Andolfo qui s'appelle Sweet Paprika, sorti chez Image Comics. C'est un projet plutôt ambitieux puisque une série d'animation est également en travaux. Alors Corentin, j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux me faire une petite présentation de Sweet Paprika et nous dire de quoi ça parle ? Avec plaisir. En augmentant un petit peu le volume de ta voix, s'il te plaît. Voilà, comme ça. Fringant. Voilà, c'est ce que Sweet Paprika, c'est donc une série de Mirka Andolfo, qui est la dessinatrice et scénariste de Contro Natura, entre autres de Mercy, et qui d'ailleurs a fait son trou maintenant aux États-Unis, fait partie des grands noms de la scène italienne qui ont bien réussi à trouver un public auprès des anglophones. Là, en l'occurrence, Sweet Paprika, c'est une sorte de croisement entre le diable s'habille en Prada, voilà, très évidemment. Sauf que là, on a mélangé un petit peu le personnage de Anna Thaoué et de Glenn Close pour en faire à la fois la jeune ingénue qui arrive en ville et la patronne un peu carriériste, un peu dictatrice, un petit peu à part du groupe, etc. Dans un monde où, en fait, il y a des petits personnages qui ressemblent à des anges et à des démons. Voilà, donc ça c'est une sorte d'allégorie un peu étrange que j'arrive pas trop encore à saisir, mais donc elle c'est une sorte de petite démone avec des cornes, et depuis qu'elle est gosse, elle est intéressée par le sexe. Effectivement, Arnaud, tu veux du tout. Non, je te laisse continuer je te laisse continuer à développer le pitch. Mais après, du coup, elle a mis sa carrière en avant, donc elle a un peu réfréné ses instincts, mais le sujet continue de l'obséder. Et dans sa boîte, il y a un livreur qui passe très régulièrement, et d'ailleurs qui livre des godes, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Quand un mec qui livre des godes arrive à ton bureau, tu vois, t'es plutôt content, en général. Je sais que moi, je suis très content quand ça arrive. C'est vrai. Sachant que t'en commandes un par semaine, en plus, c'est vrai que c'est assez régulier quand même. Voilà, qui s'appelle Deal, et lui, c'est une sorte de joueur un petit peu à la Hank Moody, on va dire. C'est-à-dire qu'il est très entreprenant, il drague tout le monde, il est un peu con, il prend pas du tout le boulot au sérieux. Et on comprend très vite que l'un et l'autre vont entamer une histoire en commun. Au point où on en est, c'est pas encore très développé. Mais puisque seuls 2 numéros sont sortis là, on vous fait un peu un topo sur les 2 premiers numéros qui sont sortis pour le moment. C'est ça, et c'est vraiment en fait de l'humour à la japonaise, on va dire, avec ce côté, ouais, donc le genre s'appelle ecchi, donc qui consiste grosso modo à insérer une esthétique un peu sexuelle, un peu sexy, dans un truc un peu comique aussi, avec des personnages qui sont très exagérés, très, très expressifs. C'est pas du tout un truc qui prend le sexe au sérieux, enfin, je m'explique même, ça prend le sexe au sérieux, en tout cas dans les besoins et l'envie et les pulsions, etc. Mais c'est plus une série comique, avec justement un côté un peu romance absurde entre deux personnes que tout oppose, encapsulé dans cette esthétique très, très new-yorkaise, très Sex and the City, avec voilà, un côté un petit peu aussi vraiment très cartoon. C'est des gueules pas possibles, des expressions physiques où tout le monde a des traits hyper exagérés. Des personnages, voilà, des situations qu'on a déjà vues un peu à droite à gauche. C'est très joli. J'aime beaucoup le trait de Mirka, de Andolfo aussi d'ailleurs. J'aime bien les deux traits. Avec cette espèce de croisement entre une BD qui fait très comics justement, qui est très colorée, qui est très très ample, qui s'autorise des scènes de cul assez explicites, ce que les mangas font plus rarement, et justement une esthétique qui fait quand même plus manga. Et qui pour moi marche très bien. Alors je vois Arnaud du coup qui fait qui lève les yeux aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, espèce de gros connard de merde. Et déjà parle-moi poliment et développe ton avis, Arnaud Kiko. Non, mais c'est juste que par rapport à la proposition, à la façon dont ça avait été amené, je m'attendais à ce que ce soit quand même vachement plus orienté cru sur la question du cul. Parce que tu dis qu'il y a des scènes de sexe explicites, il y en a. Il y a pas un verre en trop. Il y en a très peu, en fait, c'est quand même pas le propos. Je trouve que c'est plus un sujet de discussion, notamment par rapport au fait effectivement que le personnage principal en fait a des frustrations parce que justement elle a fait passer sa vie professionnelle beaucoup trop en avant par rapport à sa vie privée et aux relations qui en découlent, mais
dans l'ensemble, j'ai quand même plus l'impression qu'on est beaucoup sur des questions de relations assez bon enfant par rapport à vraiment au sujet, quoi. Après, ce qui m'amuse, c'est vraiment effectivement la séparation qui est faite aussi avec le livre, enfin Deal, du coup, c'est enfin Dildo, du coup, oui, qui Dildo, oui, il fait la blague 10 fois dans le truc. voilà, c'est ça. Mais qui lui, par contre, est tout à l'opposé, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un don juan complètement. Il arrive à serrer à peu près toutes les femmes qu'il arrive à croiser, mais en l'occurrence, tu vois que justement, il est aussi complètement utilisé pour ça et limite littéralement juste comme un objet, comme un god, puisque en fait, à chaque fois qu'il essaye de dire, on pourrait se voir et aller se faire une bouffe ou aller au cinéma, machin, d'emblée, ses partenaires lui disent, non, mais en fait, t'es gentil, mais en fait, on va s'arrêter là. Et tu vois que en fait, t'es vraiment sur deux extrêmes complets. C'est-à-dire que l'un dans l'autre, les situations personnelles et amoureuses de ces deux personnes, en fait, ne leur conviennent pas. Et j'imagine qu'il faudra qu'elles trouvent un terrain d'entente en allant effectivement s'accrocher les unes aux autres. Mais après, t'as quand même aussi une intrigue secondaire avec justement un personnage qui est lié à l'enfance de l'héroïne et qui pourrait être aussi à la base un petit peu de ses complexes et de la façon dont elle aborde sa vie, qui va également revenir. Donc oui. On va pas divulgacher le truc. Non, bien sûr, mais pour me dire que juste que ça n'a pas l'air de s'orienter que simplement sur cette relation de ces deux personnes que tout oppose. C'est un scénario en fait très conventionnel de comédie romantique américaine, très classique. Voilà, c'est Sex Friends, c'est le truc avec Ashton Kutcher pourri là. Enfin, c'est vraiment tous ces machins qui grosso modo veulent prendre le cul comme un truc assez léger et marrant pour parler d'amour en fait grosso modo, mais avec cette esthétique, cet humour. Et enfin, je trouve que personnellement, tu trouves que c'est bavard, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Moi, je trouve qu'Andolfo, quand même, arrive plutôt bien à gérer l'équilibre entre dialogue et en plus, du coup, c'est avec le numéro est assez épais, finalement. Après, tu vois, c'est le métissage, moi, qui m'intéresse aussi. Et puis, ce côté vraiment, voilà. Je parlais de manga, mais tu vois, par exemple, ces univers où il y a souvent des personnages animaliers. Tu vois, il y a plein de mangas où il y a des héros ou des héroïnes qui ont des traits animaliers, des caractéristiques animalières. Là, en l'occurrence, le côté ange et démon, c'est vraiment un truc typique de l'animation japonaise où, dans un univers où tout le monde est anthropomorphe, tu vas avoir des créatures plus bizarres que d'autres. Et c'est jamais expliqué pourquoi, c'est jamais justifié, on s'en fout, c'est juste un détail visuel esthétique. Et là, t'as un peu ça aussi. Donc, le rapprochement un petit peu de ces espèces de croisements entre une nana qui a probablement grandi dans les années 80-90 et qui, du coup, réciproque tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle a lu. Je trouve que ça marche plutôt bien et les couleurs sont très jolies aussi. Après, c'est vrai que je peux très bien comprendre effectivement le comparatif avec Control Natura qui allait beaucoup plus loin. Qui était qui abordait plus la question des fantasmes et des interdits de façon plus cruciale dans le récit, même si j'étais très déçu aussi par Control Natura sur le côté vraiment plus thriller de fantasy qui allait sur la fin. Après, c'est vrai que tu notes à dessin que justement le trait de Mirka Andolfo, donc dessinatrice italienne, est assez mangaïsé un petit peu dans l'approche. Après, moi je trouve toujours qu'il y a une vraie filiation, on va dire, artistique avec quelqu'un comme Christophe Barbucci et d'autres des artistes aussi dans ce genre-là, sur la forme des visages, sur l'apparence des personnages féminins. Donc je sais pas, je trouve que je suis moins d'accord avec toi sur l'esthétique, on va dire, japonaise par rapport au dessin d'ensemble, mais peut-être plus pour une question de direction artistique et effectivement d'avoir ces personnages qui sont exubérants, tu les entends crier limite, t'as un peu l'impression de les entendre hurler dès qu'ils ont un tout petit soupçon d'émotion, tu vois, et qui sont ultra enthousiastes ou au contraire ultra vénères pour un. Ouais, moi c'est quelque chose, en fait c'est un peu quelque chose qui me fatigue parce que moi j'ai des voix dans la tête quand j'ai des trucs, donc quand j'entends les personnages crier, je les entends vraiment crier, donc c'est juste que sur la langue, en plus que je trouvais ça un peu verbeux, ça a tendance un peu à me taper sur le crâne. Une vraie question, quand tu lis une BD que t'es tout seul, est-ce que tu fais les voix des personnages? Non. T'es sûr? Je suis sûr. Tu nous le dirais sinon. Je le dirais. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Mais je ne le dirai pas, parce que ce n'est pas le cas. Mais je les entends très très fort. Et si tu devais imiter Paprika, tu ferais comment? Je le ferais pas. Le mec n'assume rien. Non, complètement très bien. pas. Mais moi je trouve que c'est bien et je vous conseille de le lire. Voilà. Ok, très bien. Et pour une fois, vous allez suivre l'avis de Corentin plutôt que le mien. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Team Corentin si vous êtes de son avis. Et sinon, vous pouvez aussi écrire pas Team Corentin si vous n'êtes pas de son avis, et on fera un décompte. Vous pouvez écrire Team Brume aussi. Team Brume. Je me rappelle plus, c'était quoi cette blague? Arnaud Brume, je sais. Ouais, je sais plus. Je sais que ça existe, mais je ne sais pas d'où ça sort et je ne veux pas en fait m'en rappeler. On passe à la suite, Corentin, avec un autre titre qui n'a plus rien à voir. On va délaisser le sexe pour parler de robots, bien que les deux ne soient pas forcément incompatibles. Voilà, dont on va parler. Ça va quand même un peu parler de relations toxiques et de masculinité un petit peu, mais sous le prisme des robots, avec
un auteur qu'on aime beaucoup par ici, qui s'appelle Mark Russell, donc le scénariste de Press, de Billionaire Island, de tout ce genre de choses-là. Darius Lex, Red Sonja, et puis voilà. Après, je préférais noter Press ou Billionaire Island, puisqu'on est quand même toujours dans ce registre de la satire de la société très très explicite, puisque là, en fait, on se situe dans un futur relativement proche, dans lequel, en fait, les robots et les humains coexistent complètement, et en fait c'est même pire que ça, puisque en fait les robots n'ont pas forcément pris l'ascendant sur la société, mais en gros c'est eux maintenant qui effectuent toutes les tâches de travail, c'est eux qui ont récupéré tout. Si, ils ont pris l'ascendant sur la société. Bon, du coup c'est en 2056 je crois, et depuis 10 ans en fait l'humanité a voté pour que les robots prennent soin des hommes, parce que c'est la fin du monde, c'est le réchauffement climatique, la pollution dans l'air, le wasteland, etc. Et donc, on a créé des villes sous dôme. Des villes bulles, ouais. Voilà, des villes bulles, où en fait, les robots font la police, administrent tout ce qui est réparation des circuits d'air, font la bouffe, préparent les objets. Font tout le travail. Toutes les familles, en fait, ont un robot de domicile. Qui, du coup, envahit leur espace, entre guillemets. Et il y a une sorte de sentiment familial, quand même, qui s'instaure entre les robots protecteurs et qui vont au travail tous les jours, en fait, pendant que les humains glandent, littéralement, ils végètent parce qu'ils sont pas capables de prendre soin d'eux. Et en même temps, du coup, les robots sont devenus les maîtres du monde par procuration. C'est ça, mais voilà, c'est pour ça que je disais que j'étais. Je voulais pas dire qu'ils prenaient l'ascendant non plus, parce qu'il y a quand même une certaine force. Enfin, parce qu'ils ont tout le travail et toutes les tâches et toutes les responsabilités, mais en fait, il y a aussi toute une partie des robots qui en ont marre, en fait, et qui ont quand même le sentiment de se faire exploiter, même si effectivement ils ont toutes. Comme les hommes, tu veux dire? Non, je ne vois pas de quoi tu veux dire. Mais alors, du coup, effectivement, parce que donc, c'est un titre qui est écrit par Mark Russell et dessiné par Mike Deodato Jr. Et voilà, c'est vraiment à la fin du premier numéro notamment où Mark Russell explique qu'en fait ce dont il veut parler avec la métaphore des robots, c'est de parler de masculinité toxique notamment. C'est ça, et puis de la peur du grand remplacement, etc. Ce qu'il explique effectivement, c'est intéressant, c'est quand il a vu le mouvement MeToo arriver, il a vu beaucoup d'hommes qui justement, plutôt que de compatir avec l'expérience de ce que les femmes avaient vécu, voulaient absolument se défendre et se dédouaner et dire qu'en fait eux ça ne les regardait pas, et que même eux avaient pu être abusés, avaient pu avoir pas forcément profiter de leur statut masculin, n'étaient pas forcément privilégiés parce que hommes. Et ça l'avait un peu écœuré, parce que lui il se dit mais c'est pas la question, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Ce qui prend très bien l'exemple de dire mais c'est comme si tu disais après une affaire de carjacking en disant ouais non c'est bon mais tout le monde vole pas des voitures. Tu fais oui c'est pas la question en fait. Exactement. Et donc il a créé un comics où en fait en prenant cette allégorie, en déportant l'allégorie justement du refus de culpabilité ou de prise en compte des problématiques sociales vers les robots. Du coup, les humains qui lisent se sentent forcément solidaires des humains et pas des robots, et donc arrivent à déplacer le problème. Et là, effectivement, c'est assez clair. Enfin, tu vois justement des robots travailleurs salariés qui ne supportent plus leur famille en rentrant chez eux le soir, qui ont l'impression de porter tout le poids du monde sur leurs épaules, et que leur famille, entre guillemets, du coup des humains, ne sont pas assez reconnaissants de ce qu'ils ont fait pour eux, ont l'impression d'être... comment dirais-je, mis au banc de la société par une évolution des mœurs, ou par justement cette espèce de côté on leur fait porter le chapeau pour tout et n'importe quoi, exactement comme justement les hommes blancs dominants dans la société moderne, tu vois, où dès que justement tu fais cette critique-là, on vient t'expliquer que c'est toi le raciste et que c'est toi qui n'es pas universaliste et compagnie. Donc c'est plutôt bien fichu, mais moi je trouve que ça va plus loin que ça, peut-être que c'est accidentel, mais je trouve que Russell parle vraiment en fait, déjà évidemment de l'avenir du monde qui nous attend, la mort, tout ça, l'apocalypse. Des sujets toujours très très agréables. Et il arrive très bien justement à créer ce sentiment d'angoisse, parce que moi vraiment ça m'a angoissé de lire ça, dans justement une BD qui reste quand même très humoristique. Ah, ça t'a pas fait rire? Ça m'a fait rire, mais ça m'a angoissé. Parce que tu vois, par exemple, pour ne rien spoiler, il y a à la fin du premier numéro justement une ville entière qui est rayée de la carte, parce qu'un robot a mal fait son taf. Et t'as ce côté aussi, la justice protège les dominants, parce que du coup, le robot qui est responsable de ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. Et la scène du procès, entre guillemets, je vends des très gros guillemets, la façon dont c'est géré, la façon dont c'est administré, et la simplicité avec laquelle il peut résumer justement tout le système, à la fois des flics qui tuent et qui vont pas en prison, à la fois des politiciens qui corrompus qui vont pas en prison, etc. Des cinéastes qui sont poursuivis. Voilà, des cinéastes qui sont viol, ou même des trucs, même cette fameuse rhétorique justement qui dit que la justice devrait être le juge de paix, et on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Là tu vois, pour moi cette scène avec, tu sais, quand le robot justement sort du tribunal et que t'as les humains en face, c'est vraiment en fait un flic qui vient de buter un Renoir aux États-Unis, et comment on appelle ça, l'émeute civile qui s'ensuit, l'émeute raciale qui s'ensuit, l'émeute des quartiers qui s'ensuit, etc. Donc à mon avis ça pousse plus loin ce concept là, et ça parle aussi justement de la radicalisation aux États-Unis, tu sais, du côté
les robots qui s'organisent comme les humains avec les milices privées, ce que Donald Trump avait appelé à faire, tu sais, avec les Unite the Right, le Punisher et compagnie, on en revient. Hein. Donc c'est vraiment bien foutu, et c'est effectivement assez marrant parce que... Mais il est très fort pour ça, enfin, c'est un satiriste, donc c'est son métier quelque part, pour justement trouver des correspondances entre la fiction et les trucs qui immédiatement sonnent vrais, tu vois. C'est-à-dire que même si on lisait une BD dans un monde différent, plus juste, un matriarcat éventuel, tu vois, ou un monde simplement où il n'y aurait pas ces problématiques qu'il évoque, la BD sonnerait vrai. C'est-à-dire que l'univers qu'il développe sonne vrai. Mais immédiatement, quand tu vois les allégories, tu dis ah mais ça parle de ça, ça parle de ça, ça parle de ça, etc. Et donc ça marche plutôt vraiment pas mal. Même t'as le côté, tu vois, le père de famille, le pater familias, qui du coup en fait est plus le père de famille parce que c'est le robot le père de famille, et que lui il est vachement dans le soutien, dans la défense. C'est tellement un Jerry, je trouve. Mais complètement. Et quand tu vois à la télé justement les décisions prises par les robots, et que lui il accepte, il adoube, tu vois, c'est la droite très traditionnelle qui du coup est bien dans son confort et veut surtout pas remettre l'establishment en question. Pareil, les débats télé, c'est Fox News, immédiatement. Immédiatement. Et t'as même ce côté genre... Est-ce que du coup c'est une œuvre qui est trop américaine pour un public français? C'est quelque chose qui peut quand même parler... On a CNews. Nous, on pourrait se dire que le robot qui contredit la nana à la télé, c'est Éric Zemmour contre... Michel Onfray, Salomé Saké, tu vois. Enfin, non, parce que je veux dire que la meuf a un discours intelligent et plein de bon sens, ce qui n'est pas le cas de personne sur CNews. Donc j'ai pas d'équivalent de vrais débats où il y aurait un vrai salaud et une vraie meuf réfléchie. Mais en l'occurrence, ça c'est pareil, tu vois. La rhétorique de la nana et les robots qui disent qu'elle est excentrique, qu'elle exagère. Qu'elle exagère, c'est ça, merci. Et qu'on en fait trop pour protéger ces gens-là. Et que, pareil, le robot qui promène son chien, et on lui parle d'Orlando, il dit ouais mais bon faut pas exagérer, là-bas il y a pas que des innocents non plus, etc. Mais c'est tellement des trucs que tu vois, que t'entends tous les jours, que je te dis, moi ça m'a un peu angoissé en vrai. Parce que c'est qu'on va dire, mais tu sais, plus t'avances dans le temps, plus la science-fiction dystopique devient une réalité, et en fait, ok, t'habilles avec des robots, mais en fait on est déjà dans cette société dystopique, il y a juste pas de robots, mais les problèmes sont les mêmes, tu vois, même par rapport à la pollution et tout. Donc c'est une très bonne lecture comme d'hab. Enfin, Mark Russell, c'est un mec qui sait faire ce qu'il a à faire, surtout en science-fiction, justement, comme tu l'as dit. Pour Prez et Billionaire Island, il avait déjà posé justement ce regard lointain sur le monde. Quelque part, il a anticipé beaucoup de choses avec Prez dans le présent contemporain. Billionaire Island, je pense que je vais pas vous apprendre grand chose si je vous dis que les milliardaires forcément pensent déjà à la montée des eaux et à ce qui va se passer quand le monde sera plus habitable. Hein. Ils sont pas non plus complètement idiots et eux ils ont les moyens de construire. Donc à mon avis, on apprendra un jour que Billionaire Island, alors peut-être pas une île, peut-être un bunker ou un truc comme ça existe. Peut-être que je suis parano, j'en sais rien. Mais même là, tu vois, quelque part, limite c'est même plus du futur qu'on parle en fait. Puis t'as ce truc aussi par rapport aux robots qui s'isolent dans le garage pour construire des armes, enfin qui évoquent aussi certaines réalités, bon, plus dans les mouvements un peu incel, ce genre de choses là quoi. Et avec mais il y a plein en fait c'est vraiment assez fort parce que c'est toujours un mélange de satire et de science-fiction où t'as beau rigoler. Ouais, c'est peut-être pour ça que ça devient un peu ton sentiment d'angoisse, mais qu'il y a en fait un rapport avec le réel qui t'empêche d'être complètement dans la déconnade et dans le purement. C'est un humour très acide en fait que fait Russell. Précisément qui me fait assez peur, qui m'a pas fait rigoler pour le coup, c'est le moment où donc à la télé ils expliquent que les robots ont des glitches occasionnels et qu'en fait des fois ils bug et ils perdent leur puce d'empathie, la prime directive de Asimov qui est de ne pas faire de mal aux humains, et du coup ils déboîtent les familles, ils les massacrent, tu vois. Et t'as ce moment où t'as des flics robots qui ils sonnent à la porte et ils se parlent en code, tu sais, ils se parlent en code binaire, 1-0-0-1-1, etc. Et les flics en fait ils disent bon bah y a rien à déclarer, on se casse, ils sont cons ces humains, pourquoi ils nous appellent pour ça, etc. Et là t'es obligé de penser au féminicide, t'es obligé de penser aux violences conjugales que les commissariats n'enregistrent pas, aux millions de plaintes déposées par les meufs qui ne sont jamais enregistrées, etc., etc. Donc ouais, c'est comment dirais-je, tu vois, ça c'est des trucs qui moi, compte tenu du monde dans lequel on est, ne me font plus rire en fait, tu vois, à force. Par contre, c'est effectivement, si le but est d'alerter les gens là-dessus, je pense pas qu'un mec qui justement se revendique comme un gars qui refuse le progrès, qui est universaliste, machin, etc. Tu lui fais lire ça, il va te dire que c'est la propagande des JW, comme d'hab, parce que tu peux pas forcément toujours discuter avec tout le monde. Mais en tout cas, ça reste un très bon travail. Et quelque part, j'aime bien la façon dont Deodato calme un peu ses manies habituelles. T'as toujours le découpage en quadrillé, ça, je pense.
Moi, je l'aime bien ce découpage. Franchement. Bah, moi, il m'agace. Après, c'est un gimmick. Franchement, c'est juste un gimmick très décoratif, mais je sais pas, je le trouve quand même plutôt joli. Il mène rien. Tu vois, s'ils s'en servaient pour illustrer un propos ou quoi, mais non, c'est juste. Moi, je cadre comme ça. Bah, après, c'est une signature. Je sais pas. C'est un artiste qui a sa petite signature maintenant sur ses planches. Je trouve pas ça dérangeant. Non, mais je trouve qu'il est plus à l'aise que sur d'autres projets qu'il a fait. Récemment, parce que il y a des fois quand même, tu sais, où il décale vraiment la gueule d'acteur, ou tu sais, l'espèce d'effet de relief qu'il met sur les visages pour leur donner un truc un peu réaliste. Ouais. Là, c'est moins prégnant. Et il y a toute une économie justement de moyens dans la façon dont il conçoit les robots comme des machins très mécaniques, limite un peu les robots montages, tu vois, les robots de Alien, enfin le costume de robot de Alien ou Chappie un peu, tu vois, ce genre de robots vraiment très concrets que tu peux imaginer dans la vraie vie. Qui ont tous un peu une personnalité par rapport à leur design en plus. Et pareil, t'as des bonnes idées. Ils parlent en binaire, mais du coup, ils lisent les articles que tu vois. Enfin, la fachosphère des robots, en fait, est écrite du coup en code binaire. Et eux, ils lisent et on comprend rien. Du coup, t'as vu ce qu'il y a écrit, c'est vachement vrai et tout. Moi, genre, oui, mais moi, je peux pas lire binaire, en fait. Tu vois. Du coup, il y a plein de bonnes idées comme ça. Donc, ouais, c'est une vraie bonne lecture. Je pense que ça finira par arriver en France, mais. Bah, c'est du Aiwa, donc il y a moyen que Panini puisse le ramener, quoi. Bah, c'est à voir, hein, mais c'est Panini qui les édite en ce moment, donc. En tout cas, c'est bien cool. Ouais. En tout cas, une très bonne série que l'on vous recommande. Corentin, on va maintenant faire un tour du côté du deuil et de la dépression avec, oui, Jeff Lemire, bien entendu. Vous aurez tilté à ces deux mots, puisque on découvre aujourd'hui le premier numéro de Maze Book, sa nouvelle œuvre qu'il écrit et dessine à la fois, et qui nous emmène aux côtés d'un monsieur qui a perdu sa fille et depuis 11 ans et qui va passer quasiment, enfin le premier numéro du coup c'est vraiment une longue introduction sur en fait la question du deuil, des souvenirs, du temps qui passe et des souvenirs qui se souvient plus du visage de sa fille. C'est ça. Il se souvient juste de détails épars, notamment les fils rouges d'un pull qu'elle portait, et c'est ces fils en fait qui serviront un petit peu on imagine de fil d'Ariane après dans la question du labyrinthe, puisque le motif du labyrinthe est posé dès le titre du bouquin. Mais du coup un Jeff Lemire qui est encore plus déprimé, enfin en tout cas qui est encore plus déprimant que dans Royal City, qui était déjà assez rude, je trouve, vraiment sur la question de la perte des souvenirs des personnes qu'on aime et tout ça. Enfin moi ça m'a mis un coup de cafard en le lisant, j'étais ouais. Là, pour le dire clairement, on n'est pas du tout dans le Jeff Lemire de Descender, de Ascender, de DC Comics ou même de Marvel. C'est le Jeff Lemire indé de la grande époque, entre guillemets, c'est-à-dire qui est toujours pas révolu, le mec qui écrit surtout justement pour cette scène du roman graphique arty, assez esthétique, assez pointu. C'est très, très avare en dialogue, très avare en narration. C'est très gris. Il y a que deux couleurs, c'est le gris et le rouge, grosso modo. Et des bleus, t'as quelques bleus effectivement pour les souvenirs de la fille. T'as des teintes en aquarelle. Voilà, alors après, comme tu dis, le thème du labyrinthe, qui est très évident, en Maze Book, le gars va chercher le souvenir de sa fille au milieu d'un labyrinthe. Alors est-ce qu'il est allégorique, est-ce qu'il est concret? Parce qu'à la fin du numéro, t'expliques qu'il y a bien un labyrinthe. Il travaille dans le BTP, donc il y a un truc par rapport à la construction, à la reconstruction. Même on voit, il a des, comment ça s'appelle en cubicle en anglais, les bureaux, avec des faux murs. Ouais. Tu sais, t'as un plan, open space comme ça. Un plan de loin. En fait, on voit que c'est foutu comme un labyrinthe dans ces bureaux, etc. Donc en fait, c'est vraiment un petit peu comme pour Killer Smile, une mise à l'effort du dessin pour soutenir un propos. Et le propos en question, du coup, c'est quand tu te perds dans le labyrinthe entre guillemets du deuil, comment t'arrives à en sortir en allant chercher l'image de ta fille que t'as perdue. Et même le pull, tu vois, c'est un maillage. Donc c'est un enchevêtrement qui peut être comparé à un labyrinthe, et puis effectivement le fil d'Ariane avec la pelote de laine, etc. Bon, du coup c'est assez clair, je trouve ça assez évident, c'est plutôt bien foutu. Par contre, c'est peut-être pas son taf le plus inspiré, enfin pour le moment, je trouve. C'est juste un premier numéro, donc c'est l'introduction. Mais j'ai quand même une impression de déjà lu. Là, on commence à arriver au point où Jeff Lemire, je trouve, c'est pas qu'il se répète, parce que là, clairement, il a trouvé son axe, tu vois, justement, le labyrinthe, presque même une sorte de côté sur la prosopagnosie, tu vois, sur comment tous les visages se ressemblent quand t'as perdu l'image de ta fille, etc. Parce que, tu vois, il y a une façon qu'il a de casser les tronches des gens, tu vois, pour que personne n'ait un caractère spécifique à part son personnage principal et la voisine. Sinon, tout le reste, ils ont des gueules très interchangeables et tout. Donc, je vois un peu ce qu'il veut dire, mais le coup du père en deuil, le coup de la fille, etc., c'est vraiment un truc que j'ai l'impression d'avoir déjà lu au moins 3 fois chez lui, quoi. Et à force, je suis content de le voir dessiner, il dessine toujours aussi bien. Je suis content de voir ce jeu sur les couleurs. J'attends de voir où ça va, parce que pour le coup, le coup de téléphone à la fin est une perspective assez intrigante, tu vois, ça peut être
voilà, une plongée dans la fiction ou dans le vrai deuil synthétisé, tu vois, par la fiction. Mais je sais pas, après Snow Angels, là, qui était pareil, pas non plus son meilleur taf, j'ai l'impression que il y a une sorte de petit automatisme qui se met en route. Alors c'est un très bon automatisme, tu vois, c'est j'ai envie de te dire que Hitchcock avait des automatismes aussi, tu vois, il n'y a pas de raison de... Même quelque part, moi, si tu me refais 20 fois le même film sous différents titres, mais qu'à chaque fois il est tout aussi bien, il n'y a pas de raison, je vais manger. Mais j'attends beaucoup de Jeff Lemire et de cette partie-là précisément de sa bibliographie, parce que on l'a beaucoup vu justement faire du mainstream, faire des projets plus mainstream, voilà, plus ambitieux, plus science-fiction, plus... Qu'est-ce que je voulais dire, grand public. Que là, pour le coup, cette partie un peu indé, comme tu dis, par rapport à Royal City, par rapport à la trilogie d'histoires qu'il avait faite sur sa ville natale, mais même par rapport à putain merde, Lost Dog. Ouais, alors ok, tu vois, loin. Voilà. C'est vraiment les mêmes trucs. Alors il a après c'est qu'il a ses patterns, et le truc c'est que de toute façon dans toute cette bibliographie et même souvent même dans ses projets mainstream, il arrive à l'introduire, c'est que lui, ce qui l'intéresse, c'est les relations familiales, généralement les relations familiales un peu pourries, on va le dire et tout. Mais le truc c'est que par rapport justement à ces autres titres de SF ou ce genre de choses, bah, tu retrouves quand même, effectivement, je pense que le Jeff Lemire qui a le plus envie de parler de lui, en fait, de ses angoisses, clairement. Enfin, je pense qu'il est clairement angoissé par rapport à ces questionnements. Oui, non, mais là clairement, il s'est posé la question, et si un jour un de mes gamins crevait... Je sais même pas s'il a des gamins, en fait. Donc, mais si, il a des gamins. Oui, il en disant dans une interview. C'est ce qu'il avait motivé à faire Killer Smile, je crois. J'en vérifierai on en reparlera, mais il avait dit, justement, moi, ce qui m'intéresse dans le Joker, c'est... le côté, si un jour, moi qui suis père, justement, l'angoisse de voir qu'il y a des vrais tueurs en série dehors et que moi j'ai des gosses qui peuvent se faire alpaguer, quoi. Mais parce que là, on est quand même aussi dans les mêmes thématiques que, par exemple, ce qu'il avait fait avec Scott Snyder, avec AD After Death. On est même par rapport à Family Tree, tu vois, avec Phil Lester, qui était aussi sur ces questions d'une mère qui voulait son gamin. Donc, on est effectivement sur un pattern. C'est un enfant sans père, tu vois. Oui, mais techniquement, tu vois, mais t'en as beaucoup des auteurs comme ça enfin voilà, t'as Remender qui a un gros problème avec les relations père-fils, et je sais pas, Jonathan Hickman qui a un problème avec les schémas. Donc, et chacun, en fait, essaie de le faire. Jonathan Hickman, il a un problème avec... Non, c'est pas un problème. Non, je sais, mais... Il a une vision holistique du monde. C'est ça, non, mais il voit tout par des schémas, et du coup, il faut qu'il le transmette aussi dans ses bouquins. Mais Hickman écrit pas la même histoire sous différents titres. C'est vrai. Alors que même Remender, Deadly Class, c'est quand même super différent par rapport à Black Science dans le rapport au père. C'est là, il y a un père absent, et l'autre, il y a un père qui est trop présent. Que là, quand même, j'ai vraiment déjà croisé ce format de scénario, quoi. Ouais. Après, disons que forcément, c'est à Royal City, ce genre de choses aussi. Mais après, le truc, c'est que aussi, quand t'as un auteur qui sort littéralement 15 bouquins par an, il y a aussi un risque de... Je suis d'accord. Même s'il est prolifique et qu'il est généralement bon, effectivement, il peut pas non plus constamment se réinventer. Mais c'est vrai qu'il faudrait voir est-ce que Jeff Lemire arriverait à faire en dessinant aussi, je sais pas, un titre marrant, tu vois. Mais c'est ça, j'aimerais bien qu'il... Il arriverait pas à faire un titre apaisé, tu sais, avec à la limite, s'il veut faire encore une relation père-fils, vas-y, fais-la, mais fais genre une relation rigolote, tu vois, avec... il passe du bon temps. Déjà ça, genre un père qui adore son fils et il n'y a pas de problème. Sauf à la fin, il meurt et comme ça, c'est ce truc, tu vois. Mais... genre à la fin, il ouvre un coffre, on découvre que le père est un affreux violeur et tout. Non, franchement, non, tu fais un twist facile, tu fais, là, je sais pas, il passe une journée au parc, machin, à la fin, tu découvres en fait que c'était que dans sa tête et qu'en fait, il est. Ou alors il enlève un masque et fait c'est Fantomas depuis le début. Non, c'est un extraterrestre. C'est incroyable. Bon, on a beaucoup trop d'idées pour Jeff Lemire, mais en tout cas. Après, on va parler d'un autre mec qui tourne en rond. Ouais, pour le coup, carrément. Mais c'était bien quand même. On recommande. Oui, non, mais attends. Voilà, si on est un vrai gros fan de Jeff Lemire, il livre ce qu'il a à livrer comme d'hab. Ça sera probablement très bien à la fin du run. Mais c'est vrai que pour une entrée en matière, t'as l'impression un peu d'avoir déjà vu ça. Par contre, le moindre Jeff Lemire, même répétitif, ça reste une bonne lecture. Ouais, donc on recommande quand même. Oui, on recommande quand même. Alors, si vous êtes fan de Jeff Lemire. Ouais. On repasse du côté de Aiwa pour un nouveau titre qui s'appelle Télépath. De J.M. Straczynski et Steve Epting. Ça s'appelle The Resistance, non? Non, ça s'appelle pas The Resistance. Ça s'appelle Télépath. C'est encore un petit peu... Après, c'est vraiment pas inintéressant, mais alors grosso modo, c'est vrai que le pitch de The Resistance, c'était il y avait une épidémie qui décimait toute l'humanité, et parmi les personnes qui survivaient, certaines se révélaient avec des pouvoirs, et il essayait un peu d'établir un peu quel serait le nouvel ordre politique et les conséquences de ce genre de choses. Avec différents personnages, différents points de vue pour donner une vision globale. Voilà, très très globale. Avec Télépath, on change un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une éruption solaire qui touche la Terre, qui va faire en gros, qui va provoquer un blackout généralisé.
c'est-à-dire que toute l'humanité va s'évanouir d'un coup, ce qui fait qu'il va y avoir énormément de morts et d'accidents, puisque bien entendu les pilotes d'avions s'évanouissant, les avions se crashent et ce genre de choses-là, voilà, donc plein de catastrophes. Et parmi les gens qui ont survécu et qui se réveillent, certains se découvrent être télépathes. Et là-dessus, Straczynski veut faire grosso modo une sorte de parabole sur un peu le système de vidéosurveillance généralisée, de savoir voilà, que se passerait-il d'un point de vue politique si d'un coup on se rend compte que des personnes sont littéralement capables de savoir ce que vous pensez tout le temps, et que donc vous ne pouvez plus rien leur cacher. Les puissants surtout. Les puissants, oui, mais comment les politiques, les puissants réagiraient par rapport à ça, avec vraiment le principe aussi de cette phrase qui est souvent ressortie dans les débats sur la surveillance et tout ça, c'est mais si t'as rien à te reprocher, c'est bon, c'est pas grave que tu sois surveillé. Et donc voilà, c'est un peu ce questionnement qui va être mis. Lui, il se demande si on posait cette même question pour surveiller les puissants, c'est-à-dire si on braquait une caméra sur le PDG de Danone et qu'on lui disait t'as rien à te reprocher, ça te dérange pas qu'on te filme pendant toute ta vie. On se rendrait compte que peut-être que les puissants ont en fait ils pas ont mal de choses à se reprocher et que c'est pas aussi simple que juste résumer ça à ça. Alors est-ce que c'est une recette déclinée du coup un peu de résistance complètement, mais non, mais même pas que résistance, c'est Rising Stars aussi. Rising Stars. Mais Rising Stars, Résistance, c'est déjà une ressucée un peu de Rising Stars. Oui, complètement. Et Sense8 qui était entre les deux, qui était un peu le même principe aussi. Mais en fait, c'est l'écriture à la Heroes, en fait. Straczynski, d'ailleurs, je me demande s'il a pas... Parce que vraiment, c'est toujours pareil. T'as un événement cosmique, généralement. Bon, la Résistance, du coup, maintenant on peut le dire, c'est un extraterrestre. Rising Star, c'est une météorite. Et là, c'est un coup d'une éruption solaire, voilà, qui amène comme à chaque fois, voilà, électricité, radiation, machin et bidule. Et tu vas suivre, pas forcément le point de vue de un ou deux personnages, mais d'une société en général, avec des profils étudiés qui sont là pour poser des marqueurs. Et en fait, c'est toujours pareil, voilà, les surhommes apparaissent, la société réagit en conséquence, généralement il y a une chasse aux sorcières, et en fait, c'est toute l'œuvre de Straczynski se résume à essayer d'inciter à la révolte, ou au changement, ou à la prise de conscience, à l'éveil collectif, et au sens propre, puisqu'il fait un éveil collectif de pouvoir au sein d'une minorité. Et après, cette minorité va devenir activiste à sa façon pour amener du changement. Donc dans The Resistance, c'était très politique, c'était très anti-Trump, puisqu'il y a un Trump équivalent. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est plus une sorte de série à la Clinton. On dirait vraiment que ça se passe dans les années 90, en fait, parce que t'as le flic intègre, t'as le président des États-Unis intègre, avec justement, voilà, davantage de personnages de couleur et tout. Donc il essaie de faire un truc qui est moins social pour l'instant, que The Resistance, qui vraiment parle en fait du monde actuel, où là le but est plus vraiment, c'est qu'un numéro 1, encore une fois, on voudrait voir ce qu'il veut nous emmener, mais voilà, tu reconnais tout immédiatement, quoi. Mais c'est genre la scène dans l'université où le mec il t'explique, il te pose grosso modo l'idée selon laquelle du coup le cerveau, quand on active certaines zones, on arrive à faire communiquer des cerveaux entre eux, etc. C'est vraiment un truc que t'as déjà vu 10 fois chez lui, tu sais. Même pas que chez lui, mais tu sais, dans tous les films des années 90, pour justifier un truc, tu te mets une scène dans une université, un prof qui évoque une théorie fumeuse d'un chercheur un peu taré, qui va se révéler après, et hop, c'était vrai depuis le début. Et du coup, c'est pas désagréable, c'est-à-dire que c'est toujours bien écrit, c'est même plutôt bien dessiné, hein, Ouais, tu trouves, parce que moi je sais pas si c'était la colorisation ou juste que j'ai pas lu ce style. C'est la colo, et je trouve ça par contre c'est un problème qu'ils ont, c'est comme sur Bad Mother ou sur The Resistance, c'est une colo qui veut faire réaliste tout en mettant un peu de pyrotechnique un peu faiblard. Par contre, oui, non, je trouvais que ça dénature un petit peu le trait de Steve Epting, pour le coup. En fait, c'est que Epting, c'est comme Mike Deodato, c'est un mec qui cherche le réalisme, même quand c'est pas nécessaire, parce que justement, comme les séries de Straz, de base, Straz, c'est un mec qui écrit pour la télé, hein, donc lui, il imagine des acteurs quand il écrit. Donc du coup, je pense qu'il arrive mieux à se projeter dans un trait réaliste. C'est pas mon Steve Epting préféré, hein, très clairement. Relisez Velvet, hein, encore une fois, qui est son meilleur travail, Punto. Mais je trouve que oui, non, pour moi, ça tient debout. C'est plus agréable, à mon avis, à l'œil que The Resistance, qui était justement trop coloré, qui était trop flashy, trop... moi j'ai préféré The Resistance pour le coup. Mais tu vois, The Resistance, la matérialisation... parce que le scope, tu sais, parce que t'avais vraiment un spectre qui était vraiment plus global aussi. Je trouvais que c'était vraiment ça que j'avais apprécié. En termes de dessin ? Ouais, mais sur le dessin, le fait qu'on passe vraiment sur plein d'endroits différents, qu'on a vraiment une très très large galerie de personnages. Et pour le coup, l'aspect photographique, c'est vrai. Mais par rapport même à l'entrée en matière, parce que si je me rappelle juste de mes souvenirs juste sur le premier numéro, j'étais quand même vachement plus soufflé sur l'envergure vraiment de ce que proposait The Resistance, son premier numéro, tant dans le scénar aussi que dans l'aspect photographique du dessin. C'est normal, entre guillemets, puisque The Resistance, le but était de nous parler
à toi et moi, les affreux connards de gauchias qui, justement, se disent dis donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème avec l'ordre mondial, mon petit Arnaud, tu vois? Et là aussi, de toute façon. Là, un peu moins. Pour l'instant, le numéro, c'est vraiment juste. Si les gens, ils avaient des pouvoirs télépathiques. C'est vraiment juste ça, en fait. Pour l'instant, on nous dit rien dans ce numéro. Tu vois, on nous montre pas de manifestations, on nous montre pas des inondations. Non, les conséquences seront explicitées. Pour l'instant, c'est très humano-centré. C'est là que je dis que ça fait un peu blockbuster des années 90, tu vois, au sens où on interroge quand même plus la société, et précisément la société nord-américaine. On va pas encore regarder ce qui se passe à droite à gauche. Mais tel quel, je trouve que c'est efficace, en fait. Enfin, si c'était un film, justement, je pense que une série télé à la Heroes, je pense que je serais directement hypé. Par contre, ouais, là, encore une fois, le problème, c'est que Jaz Straczynski a déjà fait la même série en mieux. Enfin, pour l'instant, ouais. Il a aussi fait la même série en plus long, donc on a déjà vu où il pouvait aller avec ça, avec Rising Stars. Et il a fait la même chose en filmé, donc on a déjà eu un peu tous les coloris de ce concept-là, tu vois. Donc là, pour l'instant, il faut voir quand il va appliquer, parce que là, c'est que l'introduction, quand il va appliquer son idée à au vrai motif de la surveillance de masse et à la surveillance des puissants. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Faut se rappeler que ce n'est qu'une première mini-série en 6 numéros, qu'a priori, il y aura plusieurs tomes de prévus, ou plusieurs mini-séries en 6. Donc, moi, j'avoue, j'ai un peu l'impression que... Alors, soit c'est un caprice de sa part, parce qu'il voulait parler de ça vraiment, et donc il a dit à Ewa, je fais une petite pause entre deux résistances. Ou alors, pour pas parasiter The Resistance, je vais mettre ce propos-là en séparé, pour parler d'autres choses dans The Resistance, de trucs plus concrets. Mais j'ai un peu l'impression qu'il se repose, justement, entre deux gros chapitres de sa saga Fluff qui va être The Resistance. J'arrête pas de dire The Resistance. Mais celle-là, pour le coup, à mon avis, il est beaucoup moins ambitieux. Il va servir un propos dirigé. Même les personnages, tu vois, ils sont beaucoup moins originaux. Ouais, il y a pas trop de charisme qui sont dégagés. Le flic intègre avec sa nana sexy. Le président, c'est bien, très américain, JFK et compagnie. Ça manque un peu d'originalité. Par contre, ça reste très carré, ça reste très bien fait. C'est bien rythmé. Moi, si tu veux, la sauce prend. Ouais. Voilà. D'accord, donc de toute façon, un truc que vous pourrez également aller tester si le pitch vous a plu ou vous a intrigué. Et ma foi, Corentin, on va déjà s'approcher de la fin de ce podcast avec le dernier titre que l'on chronique, qui est le Dark Ages de Tom Taylor et Iban Coelho. Donc Tom Taylor qui revient chez Marvel pour nous faire un récit en façon un petit peu Elseworld, puisque l'idée est de nous présenter un monde Marvel dans lequel la technologie aura disparu, et ce premier numéro est vraiment là pour nous poser le contexte de pourquoi et comment la technologie a disparu de cette terre. On est vraiment dans l'établissement de ces faits-là. Alors je préfère ne pas les raconter en détail pour pas trop spoiler la chose à celles et ceux qui n'auront pas encore lu le numéro. Corentin, sans spoiler, c'est dur. On peut au moins dire disons que pourquoi il n'y a plus de techno. Oui, parce que grosso modo, un sort a été lancé pour faire disparaître toute la technologie. Tout à fait. Un sort qui a été lancé et qui n'a pas pu être arrêté, grosso modo, et qui du coup a fait que ça devait se limiter à juste à arrêter un personnage en particulier. Voilà, et en fait, ça a condamné toute la Terre. On va dire, c'est ça. Ouais. Ce qui est plutôt une bonne idée, je trouve d'ailleurs. Ah, mais l'origine de la menace, la justification de l'ensemble, parce que moi, je voyais pas du tout même avec le numéro FCBD comment c'était arrivé, tout ça, mais je trouve que l'origine du truc est plutôt bien ficelée, clairement. Puis pour qui aime bien les gros monstres cosmiques et tout ça, c'est toujours plutôt un bon délire d'avoir ça. Puis c'est marrant parce que le concept de ce monstre-là, précisément, qui est parachuté, comme tu connais DC Comics et Marvel, c'est tiens, il y avait lui depuis le début, il y a très longtemps, mais il est encore là, maintenant il revient. T'as vu, tu savais pas. Donc bon, ça, on peut très bien trouver que c'est fait une facilité, mais le but est vraiment juste de justifier le début de cet univers. Qui c'est qui dessine ? C'est Iban Coelho. Je fais partie des Stormbringers, je crois qu'ils appellent ça maintenant, les Young Guns, mais qui sont plus très young. C'était bien Young Guns. Ouais, mais c'était... Après, c'est peut-être le côté Guns, tu vois, c'est peut-être moins cool. Après, en fait, le problème des Young Guns, c'est qu'il y avait Young dedans, alors qu'ils mettaient des gens qui avaient parfois 20 ans de bouteille, quoi. Donc, c'était pas forcément. C'est clair. C'est quand ils mettent Patrick Gleason dans les Young Guns, tu fais, les gars, vous avez... Sinon, ils peuvent arrêter leur nomenclature à la con. Oui, après, c'est juste parce que c'est leurs artistes qui veulent vraiment mettre en avant. Et pareil, pour le coup. Coelho, il est pas tout neuf dans l'industrie. Non, bien sûr. Non, ça fait quelques années aussi. Mais après, par rapport à d'autres, c'est pas un Romita Junior, par exemple. Tu vois, il est en activité depuis moins longtemps. Encore heureux. Non, mais il est fort. Non, mais il est fort, Coelho, quand même, quand tu vois ses plans. Justement, ce que j'allais dire, c'est que je le trouve moins fort que d'habitude, parce que là, justement, c'est le scope, comme tu dis, qui est plus large, et il est pas aussi fort sur tous les personnages. Par exemple, la créature dont on parlait, je la trouve très bien.
Ouais. Très bien architecture. Très bon design, ouais. Tu vois où est-ce qu'il a pris les inspirations, etc. C'est plutôt bien foutu. T'as un peu de Destroyer, t'as un peu de Galactus et tout. Par contre, typiquement, la colo, je la trouve vraiment pas belle. Il y a un truc par rapport à cette espèce de colo numérique qui fait event, en fait. Qui fait event, tu sais, un peu genre, tiens, vas-y, ça brille, t'as vu, t'aimes bien, ça brille. Bon, c'est pas gravissime. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'effectivement, c'est la porte d'entrée d'un univers où il y a donc plus de technologie, donc si, il y a la technologie de la première révolution industrielle, donc avant l'électricité, ce qui peut amener plein de concepts super cool. Il y a... Ça allait sûrement aller du côté steampunk un peu, je pense, à ce genre de choses. Bah oui, c'est sûr. Bah, tu vois un personnage dans la dernière page qui justement... Ah ouais. Bon, on peut... Non, Ah, putain, c'était chiant en fait. Tu voulais pas aller le lire sans pas en parler. Et voilà, donc simplement, c'est plutôt pas mal. Il reprend des trucs que je trouve super cool. En fait, il y a il y a une sorte de simplicité qui est tout de suite très évidente dans l'écriture de Tom Taylor, c'est-à-dire que ça attaque, tu vois les très grosses ficelles, vraiment c'est de la corde, hein, c'est de la corde de bateau, tu vois, mais t'as envie d'apprendre ce bateau. Tu vois, t'as envie de te dire, bon, vas-y, je vais grimper à la corde, tu vois, parce qu'en fait, je sais que là où il va m'emmener, ça va être à un moment surprenant, et c'est le cas, puisque le combat en question, je pense qu'on peut dire qu'il y a des trucs que tu t'attends pas à voir, hein, comme ça, pour un début d'arc, entre guillemets, il y a des trucs un peu vénères. Donc là, tu reconnais l'écriture Injustice. Et puis, immédiatement, voilà, il y a pareil, une petite scène avec Peter Parker qui était un peu inattendue, que j'ai bien aimé, qui te rappelle justement tout ce qui manque un petit peu dans le Spider-Man de ces dernières années, tu vois. D'ailleurs, il serait peut-être temps d'en faire un truc plus officiel. Mais en définitive, ouais, pour un concept de Elseworld qui, pour moi, franchement, ne me vendait pas du tout du rêve, hein, Dark Ages, on baille complètement les steaks. Je trouve que Marvel fait trop déjà de trucs comme ça, dérivés, qui servent à rien. Mais voilà, avec Tom Taylor, avec ce côté ludique, en fait, d'imaginer un monde différent en steampunk, tu vois, il y a plein de concepts super intéressants à imaginer. Il y a plein de personnages à réinventer, il y a plein de entre guillemets, de choses qui ont été faites à refaire. Tu peux refaire une Armor Wars avec justement ce nouveau paysage-là, tu vois. Donc, limite, ce serait intéressant de voir ce que Taylor compte en faire, s'il compte juste en faire une boucle avec 4-5-6 numéros et puis il s'en va. Auquel cas, je trouve ça un peu dommage. Mais non, l'intro est réussi pour moi. C'est-à-dire que ça cherche pas midi à 14h, c'est limite une sorte de parodie d'event, tellement c'est facile dans la mise en place des choses. Bah, en fait, moi, c'est pas forcément un côté parodique, mais par contre, j'ai quand même trouvé qu'il y avait une vraie répétition avec la narration par rapport à Deceased, parce que c'est vraiment cette façon de raconter au passé simple les événements par rapport à un temps présent. C'est exactement la même façon de narrer les choses qu'il a utilisé dans Deceased et pour le coup, c'est vrai qu'on est sur un podcast, du coup, on parle beaucoup des patterns ou des motifs répétés. Et je trouvais que c'est un peu... Enfin, moi, j'avais un sentiment aussi de déjà-lu à ce moment-là. Après, bien sûr. il arrive à varier les effets de choc. T'es habitué, c'est sûr. Mais c'est sûr que t'es habitué quand tu lis Tom Taylor depuis Injustice 1. Effectivement, ça fait 10 ans et t'es complètement habitué maintenant aussi à certains tics d'écriture, on va dire. Mais il y a quand même des effets qui arrivent à te surprendre un peu ou à te dire au moins que Marvel lui a donné plutôt carte blanche aussi pour faire ce qu'il a envie. Il a envie de s'amuser dans cet univers-là. Donc faudra voir aussi avec là son Dark Knight of Steel s'il arrive à se renouveler un petit peu aussi, surtout que là c'est encore chez du DC Comics. Mais pour appliquer sa recette, on va dire, d'Elseworld Shock à l'univers Marvel, ça a le mérite de pas faire intervenir des zombies ou quoi que ou ce genre de choses-là, tu vois. Ça a le mérite de prendre quand même un tournant qui peut être très original. En fait, là aussi pareil, on est sur un numéro. Il y a beaucoup de séries qui font pas intervenir de zombies, hein. C'est vrai. Il y a pas part d'ici de Marvel Zombie, d'ailleurs, il n'y en a pas non plus. Oui, non, mais je veux dire, mais par rapport à Tom Taylor, quoi, et par rapport à ce qu'on aurait pu attendre de lui maintenant qu'il revenait chez Marvel, pour faire un truc qui est hors continuité. C'est vraiment juste ça, l'écueil qui aurait. Enfin, t'imagines, il aurait pu refaire une épidémie de je sais pas quoi avec des personnages infectés, ça aurait été quand même un petit peu mais trop. Je suis d'accord, mais en fait, tu vois, moi j'ai plus de ça chez DC. Parce que Tom Taylor, c'est quand même, on va pas se mentir, c'est d'abord un mec de DC Comics. Même si Marvel a sûrement aligné un très gros chèque pour le récupérer. Ouais. La vérité, c'est qu'il préfère DC Comics, c'est pour ça qu'il est meilleur chez eux. Mais de voir justement ce côté un peu sanglant et un peu brutal que lui il met dans ses histoires sans se retenir parce qu'il en a rien à foutre. Et justement, peut-être avec l'enrobage d'un événement Marvel, que pour le coup, il y a une bonne partie du numéro qui consiste grosso modo à faire de l'exposition, à monter une équipe pour aller combattre un vilain, qui est un vilain d'event, hein, littéralement. Et du coup, le fait de l'encapsuler tel quel et de faire une sorte de micro-event en un numéro qui justifie l'apparition de cet univers-là, tout en justement faisant ce que les événements Marvel ne font pas, c'est-à-dire mettre de la violence, mettre du sang et mettre de la cruauté,
Ce qui manque pour moi chez Marvel, c'est justement un peu d'émotion dans les events. C'est que t'as un event, le but c'est juste de vendre du tie-in et ferme ta gueule, tu vois. Même Absolute Carnage, hein, y a des trucs qui m'ont un peu agacé par rapport à vers où il aurait pu aller par rapport à Eddie Brock, par exemple. Tu vois, moi, je m'attendais vraiment à ce que ça se termine là, tu vois. Et au final, non, parce que tu serais bien que t'es chez un éditeur qui s'autorise pas ce genre de choses. Alors que là, le côté choc, tu vois, l'effet choc, comme il est plus rare chez Marvel que chez DC, parce que de fait, Tom Taylor est plus rare chez Marvel que chez DC, bah finalement, je trouve ça... C'est cosmétique, mais ça renouvelle un peu parce que c'est dans un univers où j'ai moins l'habitude de le voir. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, j'attends limite que le reste de l'event, enfin, le reste de la série, pardon, soit dans la même tonalité, continue à donner ce genre de choses-là. Parce que je pense qu'il y a moyen de faire un truc un peu ludique comme il avait fait avec les personnages DC. Tu peux imaginer des façons de tuer qui soient très ludiques avec les héros Marvel aussi. Ce que je veux dire, c'est ce que Marvel ont bien fait d'ailleurs. Ouais, bah c'est à voir juste dans quelle mesure il sera amené à pouvoir faire mourir d'autres personnages dans les prochains. Je pense. Bah, vu de toute façon, vu l'affrontement, enfin vu le méchant en place et son équipe, il y a moyen que ce soit un petit peu le personnage le plus gentil, le plus. Non, c'est ça, voilà, c'est très loin de la version que Hickman a dépeint plus récemment, par exemple, quoi. Ah mais tu spoil. Non, là je spoil pas parce que en même temps, il a plus de nom depuis que. C'est compliqué. C'est vrai. On va pas parler de son nom. En tout cas, on espère que ça vous intriguera aussi, mais en tout cas, on est vraiment plutôt curieux de voir la suite. Donc, très bonne introduction aussi, quoi. Tu sens que ce sera autocontenu. Enfin, à moins qu'il y ait une suite, ce que moi je trouverais cool. Mais tu sens que ce sera autocontenu, donc t'es pas besoin déjà t'as besoin de rien lire avant pour rentrer dedans. Ouais, complètement. Ouais. Et par rapport justement aux événements Marvel qui te font intervenir des trucs de vieille continuité de mes burnes là, enfin Empire où on te parlait du mariage de je sais plus qui à 20 ans. Ouais, mais ça c'est cool. Moi j'aime bien quand tu fais intervenir de la continuité. Bah moi aussi, mais pas dans les arcs médiocres. C'est là tout. Après la question de la réalisation de l'arc, c'est encore une autre question. Voilà, que là pour le coup, si c'est raté, ça ne gênera pas le reste de l'univers. Non, effectivement. Et c'est pas mal ça. Et ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est bien ça. Très bien, ben on va en conclure sur cette note positive. On espère en tout cas que voilà, chacun de ces comics peut vous intéresser ou en tout cas vous intéresse après nous avoir écouté en parler. On vous rappelle que... Attends, juste 2 secondes. Tu veux pas que je fasse un mot sur Ecoland, s'il te fait ? Non. Un mot. Mais je l'ai pas lu. Un mot ? Vas-y, un mot. C'est beau. C'est beau, ouais, ça a l'air très beau. Lisez Ecoland, c'est beau. On reparlera de Ecolands au prochain numéro, effectivement, en même temps que de Infinite Frontier, puisqu'on a aussi quelque chose à dire là-dessus. En attendant, on vous rappelle que dans la description de ce podcast sur notre site et sur Ocha, vous avez des liens qui vous permettent de commander ces numéros chez nos partenaires de Comics Zone. Vous pouvez aider à la fois le podcast et un libraire indépendant si vous passez par là. Et on vous rappelle que la meilleure façon de soutenir ce podcast, c'est simplement de partager les émissions à la fin, de faire découvrir le podcast. C'est aussi pouvoir faire découvrir quelques très bonnes lectures. On vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!